Il y a des histoires qui commencent avec un communiqué officiel, et puis il y a celles qui commencent dans le silence. Imaginez un lieu discret, quelque part à la périphérie de Yaoundé. Pas de pancarte, pas de déclaration solennelle, juste des murs, des gardiens et des personnes qui ne sont pas camerounaises, mais qui se retrouvent pourtant sur le sol camerounais. Maintenant, imaginez qu'au même moment, à Washington, une administration déterminée à durcir sa politique migratoire cherche des solutions rapides, très rapides. Et si ces deux réalités s'étaient rencontrées loin des caméras? Un accord dont personne ne parle officiellement. Un dispositif que personne ne revendique publiquement. Mais qui, selon plusieurs enquêtes, fonctionnerait bel et bien. Ce soir, sur Radar 237, nous allons poser les questions que beaucoup se posent tout bas. Parce que parfois, ce n'est pas ce qu'on annonce qui est le plus important, c'est ce qu'on applique en silence. Partie 1. L'origine de l'accord présumé. Tout commence loin des caméras, pas dans une salle pleine de micros, pas devant les drapeaux alignés et les poignées de main officielles. Non. Tout commence dans les couloirs feutrés de la transition politique américaine à l'automne 2024. À ce moment-là, le retour annoncé de Donald Trump à la Maison-Blanche rebat les cartes. La question migratoire revient au centre du jeu politique américain. Promesses de campagne, dossiers sensibles, pression électorale. L'administration en formation cherche des solutions rapides et juridiquement solides pour accélérer les expulsions. Mais voilà le problème. Certains migrants visés par des procédures d'expulsion ont obtenu, aux États-Unis, des décisions judiciaires suspendant leur renvoi vers leur pays d'origine. Autrement dit, les tribunaux bloquent l'expulsion directe. Et quand la justice bloque, la politique cherche des alternatives. C'est là qu'apparaît l'idée des pays tiers sûrs. Un mécanisme déjà connu dans le droit international. Transférer une personne vers un autre État, jugé capable de l'accueillir temporairement, lorsque le retour dans son pays d'origine est juridiquement impossible ou dangereux. Selon des informations rapportées par Jeune Afrique, des émissaires liés à la future administration américaine auraient pris contact dès novembre 2024 avec plusieurs capitales africaines. L'objectif, sonder la possibilité d'accords discrets pour accueillir temporairement certains migrants. Plusieurs États auraient en décliné. La raison serait simple. Le sujet est explosif. Accueillir des étrangers expulsés d'un autre continent, sans lien direct avec le pays d'accueil, peut susciter des réactions dans l'opinion publique. Et aucun gouvernement ne veut se retrouver à expliquer dans l'urgence un choix perçu comme imposé de l'extérieur. Et puis il y a le Cameroun. D'après les éléments consultés par Jeune Afrique, Yaoundé aurait accepté le principe d'un arrangement. Pas un traité public, pas un texte ratifié devant le Parlement, plutôt une entente opérationnelle, structurée autour de 3 piliers. Premier pilier, la mise à disposition d'un site de rétention discret dans la capitale ou à sa périphérie. Deuxième pilier, une compensation financière versée par le département américain de la sécurité intérieure. Troisième pilier, la confidentialité mutuelle. Pas de communication officielle, pas d'annonce publique, pas de conférence de presse. Un accord que personne ne signe devant les caméras, mais que chacun appliquerait dans les faits. Pourquoi cette discrétion? Parce que la migration est devenue un sujet hautement politique. Aux États-Unis comme ailleurs, chaque décision est scrutée. Chaque transfert peut devenir un symbole. Alors parfois, les gouvernements choisissent l'efficacité silencieuse plutôt que le débat public. Mais en diplomatie, le silence n'est jamais neutre. Pour comprendre la logique camerounaise, il faut regarder le contexte. Le pays traverse des défis sécuritaires persistants, notamment dans l'extrême nord. La crise anglophone continue de peser sur l'image internationale du Cameroun. Les critiques liées aux droits humains reviennent régulièrement dans les rapports d'organisations internationales. Dans ce cadre, consolider la relation avec Washington peut apparaître comme un levier stratégique. Le soutien d'une puissance comme les États-Unis peut compter dans les instances internationales. Il peut aussi peser dans les équilibres sécuritaires et diplomatiques. Un responsable cité anonymement par Jeune Afrique résume la logique avec franchise. Il ne s'agirait pas d'un geste humanitaire, mais d'un choix pragmatique. Ne pas s'opposer à Washington à un moment jugé sensible. C'est ici que la realpolitik entre en scène. La realpolitik, ce n'est pas une insulte, c'est une méthode. Elle consiste à prendre des décisions en fonction des intérêts stratégiques, parfois au détriment des considérations idéales. Les États, par définition, défendent leurs intérêts. Mais la question reste entière. Jusqu'où peut aller ce calcul? Car accepter de devenir un hub d'expulsion, même temporairement, modifie la position d'un pays sur l'échiquier diplomatique. Ce n'est plus seulement une relation bilatérale classique. C'est une coopération dans un domaine hautement sensible. La gestion de personnes déplacées, souvent vulnérables. Et c'est là que le sujet devient délicat.
Selon les informations publiées, l'arrangement aurait été structuré avec soin. Pas de grandes déclarations politiques, pas de signatures spectaculaires, juste une mécanique administrative, des transferts organisés, un site dédié, une coordination sécuritaire. Officiellement, rien n'existe. Officieusement, tout fonctionnerait. Ni le palais des tout-dits, ni les autorités américaines n'ont confirmé publiquement l'existence d'un tel accord au moment des révélations. Ce silence entretient les interrogations. En journalisme, l'absence de démenti n'est pas une preuve, mais l'absence de clarification nourrit le débat. Ce qui rend l'affaire encore plus sensible, c'est le moment où elle éclate dans l'espace public. Le 18 février 2026, 4 journalistes et un avocat sont interpellés alors qu'ils tentaient de documenter la situation. Leur interpellation attire l'attention sur ce qui, jusque-là, relevait d'enquêtes spécialisées. Et à partir de là, l'affaire ne reste plus confinée au cercle diplomatique. Elle entre dans l'opinion publique. La première question qui se pose est simple. Un État a-t-il le droit de conclure des arrangements confidentiels en matière migratoire ? En principe, oui. Les accords bilatéraux peuvent être négociés de manière discrète. Mais lorsqu'ils touchent aux libertés individuelles et aux droits fondamentaux, l'exigence de transparence devient plus forte. Deuxième question, ces migrants ont-ils été informés, consultés, protégés juridiquement dans le processus de transfert ? À ce stade, les informations disponibles ne permettent pas de répondre clairement. Troisième question, quelle est la durée prévue d'un tel dispositif ? Temporaire ? Renouvelable ? Expérimental ? Ces zones d'ombre constituent le cœur du débat. Il ne s'agit pas ici d'accuser, il s'agit de comprendre les mécanismes. Si accord il y a, il s'inscrit dans une dynamique globale où les États cherchent à externaliser une partie de la gestion migratoire. C'est une tendance observable dans plusieurs régions du monde. Mais chaque pays reste responsable des choix qu'il fait. Le Cameroun aurait-il vu dans cet arrangement une opportunité diplomatique ? Peut-être. Aurait-il estimé que les bénéfices stratégiques l'emportaient sur les risques politiques ? C'est possible. Mais tant que les autorités ne communiquent pas clairement, le doute s'installe. Et le doute en matière publique est rarement confortable. Ce qui est certain, c'est que cette première étape, les contacts discrets de l'automne 2024, pose les bases de tout le reste. Sans ces discussions préliminaires, il n'y aurait pas de centre de rétention identifié. Pas d'interpellation de journalistes. Pas de débat juridique en préparation. Tout par-delà. Des échanges diplomatiques confidentiels, un besoin politique américain, un calcul stratégique camerounais et une coopération qui, si elle est confirmée, redéfinit la place du Cameroun dans la gestion internationale des flux migratoires. Mais une fois que la machine est lancée, peut-on encore contrôler ses effets ? C'est la question qui nous mène directement à la suite. Car au-delà de l'origine de l'accord présumé, ce sont ses conséquences concrètes sur le terrain qui vont désormais retenir toute l'attention. Partie 2. Pourquoi Yaoundé aurait accepté durée estimée 8 à 10 minutes ? La grande question maintenant, c'est celle-ci. Pourquoi le Cameroun aurait-il accepté ? Dans une affaire aussi sensible, aucun État ne s'engage par hasard. Surtout quand il s'agit d'accueillir, même temporairement, des migrants qui ne sont pas ses ressortissants, dans le cadre d'un arrangement confidentiel avec une puissance comme les États-Unis. Alors, il faut regarder le contexte. Pas avec émotion, pas avec passion, avec lucidité. Le Cameroun évolue depuis plusieurs années dans un environnement sécuritaire complexe. La crise anglophone continue de peser lourdement sur la stabilité interne. Dans l'extrême nord, la menace terroriste n'a pas disparu. Sur le plan international, les rapports d'organisation de défense des droits humains reviennent régulièrement sur la situation politique et sécuritaire du pays. Dans ce contexte, la relation avec Washington n'est pas un détail diplomatique. C'est un levier stratégique. Les États-Unis restent un acteur majeur dans les équilibres sécuritaires et diplomatiques. Leur voix compte dans les institutions internationales. Leur position peut influencer les débats, les résolutions, les sanctions, ou au contraire les soutiens. Alors imaginons la scène. D'un côté, une administration américaine qui cherche des partenaires pour mettre en œuvre sa politique migratoire. De l'autre, un État qui souhaite consolider ses alliances, réduire les tensions diplomatiques et obtenir un appui plus affirmé sur certains dossiers sensibles. Ce n'est pas une histoire de sentiments, c'est une histoire d'intérêt. Selon les éléments rapportés par Jeune Afrique, l'accord présumé reposerait notamment sur une compensation financière versée par le département américain de la sécurité intérieure. Ce point est important, car il montre que nous ne sommes pas dans un simple geste politique symbolique. Il s'agirait d'un arrangement structuré avec des contreparties. Dans la diplomatie moderne, les partenariats sécuritaires sont souvent accompagnés d'appuis financiers ou logistiques. Cela peut prendre la forme d'aide matérielle, de coopération technique, de soutien dans les forums internationaux. Pour Yaoundé, accepter un tel dispositif pourrait être perçu comme un moyen de renforcer une relation stratégique à un moment jugé crucial.
Il faut aussi comprendre une chose. Refuser une proposition d'une grande puissance n'est jamais neutre. Cela peut être interprété comme un signal politique. Dans certaines situations, les États préfèrent négocier les conditions d'un accord plutôt que s'y opposer frontalement. Un responsable cité anonymement dans l'enquête évoque un choix pragmatique. En d'autres termes, ne pas contrarier Washington dans une phase politique sensible. C'est là que la realpolitik prend tout son sens. Les États ne fonctionnent pas comme des associations caritatives. Ils évaluent des coûts et des bénéfices. Ils anticipent des gains diplomatiques, sécuritaires ou économiques. Mais ce calcul comporte aussi des risques. Accepter de devenir un point d'accueil pour des migrants expulsés d'un autre continent, même temporairement, peut susciter des interrogations internes. L'opinion publique peut demander des comptes, la société civile peut exiger des clarifications, les médias peuvent chercher à comprendre les modalités précises de l'arrangement. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Car une fois que l'information sort, même partiellement, elle ne reste plus confinée au cercle diplomatique. Elle devient un sujet public. Il faut également analyser l'aspect symbolique. Être perçu comme un partenaire fiable par Washington peut être vu, dans certaines sphères du pouvoir, comme un atout stratégique. Cela peut renforcer l'image d'un État coopératif sur les questions sécuritaires. Mais en parallèle, il existe un autre enjeu, celui de la souveraineté perçue. Certains peuvent se demander si accepter un tel rôle ne revient pas à externaliser sur le territoire national une politique décidée ailleurs. Ce débat est délicat, il oppose deux visions. La première dit « un État souverain choisit librement ses partenariats. S'il estime qu'un accord sert ses intérêts, il est légitime qu'il l'accepte. » La seconde répond « la souveraineté implique aussi la transparence vis-à-vis des citoyens, surtout lorsque des décisions touchent aux droits fondamentaux de personnes vulnérables. » Entre ces deux positions, le gouvernement camerounais, s'il a effectivement accepté cet arrangement, aurait dû naviguer avec prudence. Un autre élément mérite d'être souligné, le timing. À l'automne 2024, la transition politique américaine crée une fenêtre d'opportunité. Une nouvelle administration cherche à marquer son autorité. Elle veut montrer qu'elle tient ses engagements, notamment sur la question migratoire. Dans ce type de contexte, les négociations peuvent être rapides, les discussions peuvent être discrètes, les accords peuvent être opérationnels avant même d'être médiatisés. Pour Yaoundé, cela pouvait représenter une occasion de renforcer la coopération bilatérale à un moment où Washington redéfinissait ses priorités. Mais chaque choix stratégique entraîne des conséquences imprévues. L'interpellation de journalistes et d'un avocat le 18 février montre que l'affaire ne pouvait pas rester invisible indéfiniment. Une fois que la société civile commence à s'y intéresser, la question n'est plus seulement diplomatique, elle devient politique. Et dans toute décision politique sensible, il y a un équilibre à maintenir entre efficacité et acceptabilité. Si l'accord présumé vise à consolider une alliance stratégique, encore faut-il que cette alliance ne fragilise pas la confiance interne. Car au final, la stabilité d'un État repose aussi sur la perception que ses citoyens ont de ses choix. Il serait simpliste de réduire cette décision à une simple pression extérieure. Les États africains ne sont pas des acteurs passifs. Ils négocient, ils posent des conditions, ils évaluent. Mais il serait tout aussi naïf d'ignorer le rapport de force qui existe dans les relations internationales. Le Cameroun aurait-il vu dans cet arrangement une opportunité de repositionnement diplomatique? Peut-être. Aurait-il estimé que les bénéfices stratégiques l'emportaient sur les risques politiques internes? C'est possible. Ce qui est certain, c'est que cette décision, si elle est confirmée, ne peut être comprise qu'à la lumière d'un calcul stratégique plus large. Un calcul où se croisent sécurité, image internationale, relations bilatérales et enjeux financiers. Et maintenant que les projecteurs commencent à éclairer cette affaire, une autre question se pose. Au-delà des raisons qui auraient motivé Yaoundé, que se passe-t-il concrètement sur le terrain? Qui sont ces migrants? Dans quelles conditions sont-ils retenus? Et quel est précisément leur statut juridique? C'est vers ces réalités concrètes que notre regard doit désormais se tourner. Partie 3. Le centre de rétention. Que sait-on vraiment? Durée estimée, 8 à 10 minutes. On peut discuter diplomatie pendant des heures. On peut analyser les stratégies, les calculs, les intérêts croisés. Mais à un moment, il faut quitter les salons climatisés et descendre sur le terrain. Parce qu'au cœur de cette affaire, il y a un lieu, un espace physique, des murs, des portes, des êtres humains. Le 14 février 2026, le quotidien américain The New York Times identifie l'existence d'un complexe situé à la périphérie de Yaoundé. Pas une prison officiellement déclarée, pas un centre pénitentiaire classique, plutôt un ensemble de bâtiments administratifs reconvertis, un site discret, éloigné des grands axes, pas d'enseigne, pas de plaque qui annonce clairement sa fonction. Et c'est souvent comme ça que commencent les histoires d'A qui dérange, par un endroit que personne ne regarde vraiment,
Selon les éléments rapportés par Jeune Afrique, ce site accueillerait entre 60 et 90 personnes. Aucun Camerounais, des ressortissants d'Afrique subsaharienne, et selon une source citée dans l'enquête, même des personnes originaires d'Asie du Sud. Ce chiffre, s'il est confirmé, n'est pas massif. On ne parle pas de milliers de détenus. Mais la question n'est pas seulement quantitative, elle est qualitative. Qui sont ces personnes? Quel est leur statut exact? Sont-elles détenues, hébergées, placées en attente? Ont-elles accès à un avocat, à un médecin, à leur famille? Les témoignages recueillis par Jeune Afrique évoquent des conditions précaires. Surpopulation, accès limité à l'eau potable, suivi médical irrégulier. À ce stade, ces éléments n'ont pas été confirmés officiellement par les autorités camerounaises. Mais ils alimentent l'inquiétude. Il faut comprendre une chose. Lorsqu'un lieu fonctionne dans la discrétion totale, la moindre information devient capitale. L'absence de communication officielle crée un vide. Et dans ce vide, les interrogations s'accumulent. Officiellement, il ne s'agirait pas d'une prison au sens strict. Mais si des personnes ne peuvent pas sortir librement, si leurs déplacements sont contrôlés, si elles sont maintenues sur place en attendant une décision administrative, alors la question du statut juridique devient centrale. Car le droit international distingue clairement plusieurs situations. La détention pénale, la rétention administrative, l'hébergement volontaire. Chaque catégorie implique des droits spécifiques. Or, selon les informations disponibles, plusieurs migrants concernés auraient obtenu aux États-Unis des décisions judiciaires suspendant leur expulsion vers leur pays d'origine. C'est précisément ce qui expliquerait leur transfert vers un pays tiers. Mais une suspension d'expulsion ne signifie pas disparition des droits. Si ces personnes ont été transférées vers le Cameroun, dans quel cadre juridique précis l'ont-elles été? Ont-elles donné leur consentement éclairé? Ont-elles été informées de leurs options? Peuvent-elles contester leur situation? Ce sont ces questions qui donnent à ce centre une dimension bien plus large qu'un simple bâtiment reconverti. Il faut aussi observer la géographie du silence. Ce site ne fait pas l'objet d'une communication publique détaillée. Il n'est pas présenté comme un programme officiel. Il n'est pas expliqué dans un discours gouvernemental. Il apparaît à travers des enquêtes, des recoupements, des témoignages. Et dans notre contexte africain, quand un lieu existe sans exister officiellement, les esprits s'échauffent vite. Les rumeurs prennent de la vitesse. Les interprétations se multiplient. C'est pourquoi la transparence devient essentielle. Même si l'accord présumé repose sur une clause de confidentialité, la gestion de personnes sur le territoire national ne peut rester indéfiniment dans l'ombre. À un moment, la clarté protège tout le monde, les autorités, les partenaires internationaux et surtout les personnes concernées. Autre point sensible, la durée de présence dans ce centre. S'agit-il d'un séjour de quelques semaines, de plusieurs mois? Existe-t-il un calendrier précis pour le traitement de chaque dossier? Plus le temps passe, plus la situation peut devenir juridiquement complexe. Une rétention temporaire qui s'éternise change de nature. Et puis, il y a la dimension humaine. Derrière chaque chiffre, il y a une histoire. Des parcours souvent marqués par l'exil, la précarité, parfois la violence. Être transféré dans un pays que l'on ne connaît pas, sans lien familial, sans repère culturel immédiat, peut être déstabilisant. Le Cameroun n'est pas juridiquement responsable de leur situation initiale aux États-Unis. Mais s'il accueille ces personnes sur son sol, il devient responsable de leurs conditions de traitement pendant leur présence. C'est une responsabilité lourde. L'interpellation, le 18 février, de 4 journalistes et d'un avocat venu documenter la situation, ajoute une couche supplémentaire à l'affaire. Elle montre que le sujet dépasse déjà le cercle des chancelleries. Quand des professionnels de l'information cherchent à comprendre ce qui se passe sur un site précis, cela signifie que la question a quitté le domaine strictement administratif pour entrer dans le débat public. Et c'est normal, dans toute société, les médias jouent un rôle de veille. Le plus intéressant dans cette affaire, c'est le contraste. D'un côté, un dispositif présenté comme technique, discret, administratif, de l'autre, une portée politique et symbolique majeure. Un bâtiment en périphérie peut sembler banal, mais dans ce cas précis, il devient le point de rencontre entre politique migratoire américaine, stratégie diplomatique camerounaise et droit international. C'est beaucoup pour un site sans enseigne. La question qui s'impose maintenant est simple. Le Cameroun dispose-t-il d'un cadre juridique interne clair pour gérer ce type de situation? Si oui, a-t-il été appliqué? Sinon, comment ces personnes sont-elles encadrées légalement? Ce débat ne peut pas rester théorique, parce que ce centre, s'il fonctionne réellement comme décrit, est la traduction concrète d'un choix politique. C'est là que les décisions diplomatiques prennent forme. Et plus les informations sortent, plus la pression pour des clarifications augmente. Car au-delà du lieu, au-delà des murs, une autre dimension entre en jeu, celle du droit. Si des organisations de défense des droits humains contestent la légalité des transferts, si des juridictions américaines sont saisies, alors le centre de Yaoundé pourrait devenir un élément clé dans un débat judiciaire plus large.
Autrement dit, ce qui se passe derrière ces murs pourrait bientôt être examiné à la lumière des tribunaux. Et à ce moment-là, la question ne sera plus seulement de savoir pourquoi le Cameroun aurait accepté, ni même comment le site fonctionne. Elle sera de savoir si tout cela respecte les règles du droit international et les décisions de justice existantes. C'est précisément vers cette dimension juridique et politique que nous devons maintenant orienter notre regard. Partie 4. Les enjeux juridiques et politiques. Jusqu'où peut aller la discrétion? Durée estimée. 8 à 10 minutes. À ce stade de notre enquête, on ne parle plus seulement d'un bâtiment discret à la périphérie de Yaoundé. On ne parle plus seulement d'un arrangement diplomatique supposé. On parle de droit. Et quand le droit entre dans la conversation, le ton change, parce que le droit, lui, ne fonctionne pas au conditionnel. Selon les informations révélées par Jeune Afrique, plusieurs des migrants transférés vers le Cameroun auraient obtenu, aux États-Unis, des décisions judiciaires suspendant leur expulsion vers leur pays d'origine. Cela signifie une chose très claire. Un juge américain aurait estimé que leur renvoi direct posait un problème juridique, risque pour leur sécurité, procédure incomplète, droit d'asile en cours d'examen. Les raisons peuvent varier, mais la suspension n'est jamais anodine. Alors la question devient sérieuse. Si une expulsion vers le pays d'origine est bloquée par la justice, peut-on contourner cette suspension en transférant la personne vers un pays tiers? Certains juristes diront que cela dépend des conditions. D'autres affirmeront que le transfert vers un pays tiers doit respecter des garanties précises, consentement éclairé, accès à un recours effectif, conditions d'accueil conformes aux standards internationaux. Et c'est exactement là que le débat se cristallise. Des organisations américaines de défense des droits humains auraient saisi des juridictions fédérales pour obtenir des clarifications sur le statut des migrants transférés au Cameroun. Une audience préliminaire serait attendue dans les prochaines semaines. Autrement dit, ce qui se joue à Yaoundé pourrait être examiné dans un tribunal à Washington. Ce n'est plus seulement une affaire bilatérale, c'est une affaire qui peut créer un précédent. Si les juges estiment que ces transferts violent l'esprit des décisions judiciaires initiales, cela pourrait fragiliser le mécanisme. Si au contraire ils considèrent que la procédure respecte le droit, alors le modèle pourrait être consolidé. Dans les deux cas, le Cameroun se retrouve au centre d'un débat juridique international. Et ce n'est pas anodin. Car accepter d'être un partenaire dans une politique migratoire externalisée signifie aussi accepter d'être observé, analysé, parfois critiqué. Il y a également une dimension politique interne. Dans toute démocratie, même imparfaite, les décisions qui touchent aux libertés individuelles et à la présence d'étrangers sur le territoire national suscitent des attentes de transparence. Les citoyens peuvent légitimement demander quel est le cadre légal exact, quelle est la durée prévue de ces rétentions, qui contrôle les conditions sur place, existe-t-il un mécanisme de supervision indépendant? Ces questions ne sont pas des attaques, elles relèvent du débat public normal. Et puis il y a la question de la souveraineté. Certains peuvent soutenir que le Cameroun, en acceptant cet arrangement présumé, exerce pleinement sa souveraineté. Après tout, un État est libre de conclure des accords bilatéraux. D'autres peuvent estimer que la souveraineté implique aussi de ne pas devenir l'extension administrative d'une politique décidée ailleurs. La vérité, comme souvent, se situe dans la complexité. En diplomatie, les États coopèrent. Ils s'échangent des services, ils négocient des contreparties. Mais lorsqu'il s'agit de personnes privées de liberté, même temporairement, la responsabilité devient lourde. Si les conditions de rétention sont jugées insuffisantes, si les droits procéduraux ne sont pas garantis, alors la question ne sera plus seulement politique. Elle deviendra judiciaire. Et dans ce cas, le Cameroun pourrait être exposé à des critiques plus formelles sur la scène internationale. Il y a aussi un enjeu d'image. Être perçu comme un partenaire stratégique des États-Unis peut renforcer certaines alliances, mais être associé à une politique migratoire contestée peut aussi susciter des interrogations. Dans cette affaire, le silence officiel joue un rôle central. Ni confirmation claire, ni démenti catégorique détaillé, ce vide alimente les spéculations. Or, en matière sensible, le silence peut parfois coûter plus cher que la parole. Un autre élément mérite attention, l'effet domino. Si ce mécanisme est validé juridiquement et politiquement, il pourrait inspirer d'autres arrangements similaires. Pas nécessairement avec les mêmes pays, mais selon la même logique, externaliser une partie de la gestion migratoire vers un partenaire considéré comme coopératif. Et si cela devient une norme, alors la question ne sera plus ponctuelle, elle sera structurelle. Le Cameroun, dans ce scénario, ne serait plus seulement un acteur circonstanciel. Il deviendrait un maillon d'une architecture plus large. C'est pourquoi la position des tribunaux américains sera déterminante. Si les juges estiment que les transferts vers le Cameroun respectent le droit, le mécanisme pourrait se consolider. S'ils jugent le contraire, il pourrait être suspendu, voire abandonné. Dans tous les cas, le débat ne s'arrêtera pas là.
Parce qu'au-delà des textes juridiques, il y a une question fondamentale. Jusqu'où peut aller la discrétion diplomatique lorsqu'elle touche aux droits humains? Les accords confidentiels existent. Ils font partie de la pratique internationale. Mais lorsqu'ils concernent des individus vulnérables, la frontière entre efficacité politique et responsabilité morale devient fine. Le Cameroun se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Soit il clarifie officiellement le cadre juridique et les garanties entourant ce dispositif présumé. Soit il laisse le débat se construire principalement à l'extérieur, dans les médias et devant les tribunaux étrangers. Dans les deux cas, l'affaire a déjà dépassé le simple cadre administratif. Elle pose une question centrale. Peut-on sous-traiter une politique migratoire sans sous-traiter aussi la responsabilité qui l'accompagne? Et pendant que les avocats préparent leurs arguments et que les juges examinent les dossiers, le centre de Yaoundé, lui, reste le point focal. C'est là que le droit, la diplomatie et la réalité humaine se rencontrent. La suite dépendra des décisions judiciaires à venir, mais aussi de la capacité des autorités à apporter des réponses claires. Car dans ce type d'affaires, le flou ne dure jamais éternellement. Tôt ou tard, les institutions tranchent. Et lorsque le droit tranche, il laisse rarement place aux demi-mesures.